podcast. Histoire d'animaux, l'éponge, l'être le plus sage du monde. Jacques Trémolin, bonjour. Ah Sylvain, aujourd'hui, je voudrais être à la fois poète et philosophe pour vous chanter les mérites de l'être le plus sage de la création, de celui qui s'est arrangé pour n'avoir aucun conflit ici-bas, ni avec les autres, ni avec lui-même, ce qui est plus difficile encore, car la sagesse de l'éponge est infinie. Infini. Parfaitement. On n'a jamais vu se battre deux éponges. Aucun des tourments qui nous assaillent ne lui est connu. Pas de complexe chez les éponges, pas le moindre souci. Respirer, l'eau traverse les innombrables canaux, laisse son oxygène dans leurs bords, et elle respire. Manger, cette même eau dépose de minuscules particules alimentaires dont vit ce paisible animal. Aimer, se reproduire. Le système est à la fois si simple et si savant que l'éponge ignore les tourments de l'amour, les affres de la jalousie, les complexes. Quelle chance. Mais d'abord, de qui parlons-nous ? De l'éponge officinale, comme on dit, parce qu'on la vend dans les pharmacies. Une éponge qu'on est allé chercher à 180 mètres sous la surface, par exemple, parfois dans les mers chaudes. Beaucoup viennent de Méditerranée, de Grèce surtout, je reviendrai sur ce point. Mais aussi des Bahamas, jadis, au large de la Floride, où on les cultivait là-bas, littéralement comme des choux dans nos jardins, jusqu'au moment où une épidémie les décima. Mais l'éponge, la grosse éponge jaune d'œuf de votre salle de bain, n'est que le support fibreux d'une des formes les plus primitives de la vie animale. Quand elle est vivante, ses interstices sont remplis d'une substance charnue, jaunâtre, et une peau, un épiderme plus exactement, recouvre le tout. Là-dedans, là où, maintenant qu'elle est morte, vous ne voyez que des sortes de couloirs qui s'enfoncent, il y avait un système très astucieux pour attirer l'eau et l'envoyer promener dans le corps de notre éponge. Imaginez une sorte de sac que deux filaments, qu'on appelle des flagelles, terminent vers l'extérieur. Elle bouge tout le temps, aspire l'eau de mer, cette eau circule dans le sac, le quitte par des pores microscopiques, file dans le corps de l'éponge, y dépose son oxygène et les particules alimentaires qu'elle transporte, revient au sac et s'en retourne vers la mer. En ressortant, elle emporte les déchets de la digestion, les gaz carboniques, merveilleuse organisation qui a résolu tous les problèmes de chaque être vivant. On conçoit dans ces conditions que l'éponge soit immobile. Heureuse, voilà tout, et sans doute méditant sur les problèmes essentiels de l'existence que nos cerveaux, trop occupés de sordides ennuis physiques, respiratoires, digestifs par exemple, ne peuvent aborder que si rarement. Rêve d'éponge. Hélas. Et utile avec ça. Ce que mange l'éponge est si petit qu'on a pu dire qu'elle se nourrissait de bactéries. Elle contribue donc à l'élimination de ces êtres parfois dangereux. Mais le plus beau dans l'éponge, c'est la façon dont elle a organisé ses amours pour qu'ils ne lui causent aucun souci. Mieux que l'amibe, cet être absolument primitif. Mais oui, l'amibe, on apprend ça à l'école, c'est de la gélatine avec un noyau au milieu, puis de temps en temps le noyau se coupe en deux. C'est bien ça. Et voilà deux amibes en promenade. Procédé élémentaire, mais sans doute horriblement angoissant. Imaginez que vous êtes un amibe, Sylvain, et que tout à coup vous allez vous couper en deux. Mais quelle inquiétude, quelle angoisse. Affreux. L'éponge, soucieuse avant tout de sa paix intérieure, a inventé beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est incroyable. Songez qu'elle n'a même pas d'organes reproducteurs. Pas de sexe du tout. On peut même pas dire qu'elle est hermaphrodite. Mais simplement, à un moment donné, sans raison connue, les cellules d'un coin quelconque de son corps, ici, là, ailleurs, qu'importe, ces cellules vont se mettre à nourrir l'une d'entre elles, qui va devenir de plus en plus grande. Et cette grande cellule va se transformer en ovule. Pendant ce temps, d'autres cellules, ailleurs sur le corps, vont se diviser sans arrêt jusqu'à devenir microscopiques. Et elles sont des spermatozoïdes d'éponge. Vous me suivez ? Un peu. À un moment donné, ces minuscules cellules éclatent et filent dans les innombrables couloirs de l'éponge. Un jour ou l'autre, elles en sortiront, avec le flot d'eau de mer qui inlassablement traverse notre éponge, la nourrit et la fait respirer. Voilà ces petites cellules, ces spermatozoïdes, dans la mer. Ils plutôt, filent au hasard, finissent par rencontrer une autre éponge, y entrent, circulent encore, portés par l'eau, dans cette éponge-là, tombent sur un ovule qui s'y est fabriqué, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et le féconde. Inouï. Alors, processus bien connu,
Notre ovule fécondé se divise et se divise encore, devient embryon, cet embryon éclate, et le voilà devenu larve indépendante. Indépendante, mais dans l'éponge où ça s'est passé. Oui. Et forcément. Alors, notre larve reprend le voyage dans les couloirs, et finalement sort de l'éponge. Pas d'accouchement douloureux, pas de ponte qui peut l'être aussi. Il y a simplement une petite larve, avec ses poils, une larve ciliée, comme on dit, qui se promène dans l'eau pendant que les deux éponges à qui elle doit la vie, celle qui a fabriqué les spermatozoïdes et celle qui a fabriqué l'ovule, continuent leur méditation. Pas de complice de Oedipe, hein. Oui. Pendant 24 heures, notre larve ciliée va danser dans la mer, en spirale. Puis elle tombe au fond, devient un petit dépôt de tissu, gros comme une tête d'épingle. Une nouvelle éponge est née. Et celle de chez qui elle est sortie ignore tous les soucis de l'amour, des complexes d'Oedipe, etc. La sagesse des éponges est infinie, je vous l'ai dit. Naturellement, l'homme s'en est mêlé. Il a voulu cultiver l'éponge comme on cultive le chou ou la carotte. C'est un monsieur Schmitt qui a eu cette idée bizarre, et on s'y est mis. Dans une mer chaude, naturellement, le golfe du Mexique. On prenait des morceaux d'éponge, on les attachait sur des plaques de ciment, on les plongeait au fond de la mer, bien rangés comme des aliments de choux. Le pire est que ça a failli marcher. Ah oui. En 1938, ils exportaient 600 000 tonnes d'éponges du golfe du Mexique. Vous imaginez, ça représente 600 000 tonnes. Colossal, oui. C'est vertigineux. Et puis la nature s'est vengée. Un champignon est apparu et 90% des éponges cultivées sont mortes. Depuis, on est revenu à la vraie sagesse. On va pêcher les éponges là où elles poussent, sauvages, autour des îles grecques. Distingue-t-on encore, comme autrefois, la fine douce de Syrie, la fine douce de l'archipel, la fine dure grecque, la blonde de Syrie, ou la brune de Barbarie? Elles ont des noms ravissants, hein, nos éponges. Les traite-t-on comme autrefois pour les débarrasser de leur odeur de chlore une fois pêchées? Évidemment, la sordide éponge en caoutchouc a de plus en plus remplacé la grosse vraie éponge si douce quand on se la passe sur la figure. Mais ce sur quoi je voudrais insister encore, c'est sur la sagesse de cet animal, qui a su éliminer toutes les causes de troubles en lui-même. Est-ce d'ailleurs un animal ou une plante? Platon était pour l'animal. Erasme disait que l'éponge est un végétal. Et finalement, alors qu'il l'est, nos zoologues, en mal de classement, l'ont rangé parmi les parazoaires, ce qui veut dire en somme et en grec, les presque plantes. Ah oui. Un dernier mot. Nous devons une reconnaissance infinie à l'éponge, à cause de l'expression « passer l'éponge ». Combien de fois avons dû nous féliciter que quelqu'un ait passé l'éponge sur quelques méfaits que nous avions perpétrés? Jacques, je vous promets que je ne prendrai plus jamais une douche comme avant. Je vous le promets. À demain. Merci beaucoup. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.